Bonsoir Hubert, est-ce que vous Bonsoir. m'entendez bien? Bonsoir, bonsoir. Très, Alors, très bien, très, très bien. merci beaucoup pour votre temps. On espérait vous avoir avec nous sur le plateau, mais voilà, les conditions n'étaient pas réunies malheureusement, mais on vous a avec nous et c'est beaucoup de Oui, chance évidemment. Euh, on merci. voulait papoter avec vous entre amis comme ça, on sait que vous avez écrit un livre là qui va sortir, un nouveau livre. Oui, 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 Voilà, oui, et puis bien, tout à fait. on voulait parler de biodiversité, de pollution lumineuse, de l'avenir de la Terre, et puis avoir évidemment Oui. votre point de vue, très positif d'ailleurs. Oui, parce que on était juste, la question précédente, c'est il faut sauver la Terre, mais comment sauver la Terre? Et c'est vrai que si on vous écoute, vous, on sait on a les moyens, nous, ici, aujourd'hui, en 2021, de sauver la Terre. Et vous êtes, voilà, avec votre expérience, votre âge, vous avez encore, vous nous insufflez, en fait, cet espoir-là de celui qu'on pourra peut-être un jour sauver la Terre et arrêter nos folies. Et vous en êtes un petit peu le héros, le porteur de ces bonnes nouvelles. Alors, comment sauver la Terre, Hubert Reeves? Alors, je dirais que la Terre n'a pas besoin d'être sauvée. Vous m'entendez bien? On Très vous bien. entend très bien. Est-ce que tout le monde entend dans la salle? Alors, je dirais, la Terre n'a pas besoin d'être sauvée. Elle va continuer son parcours autour du Soleil sans problème. Et la Terre va continuer à être habitée. La question importante, c'est qu'elle soit habitable pour les humains et pour les animaux. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que notre action, notre puissance, avec nos armes nucléaires, avec notre sixième extinction, nous sommes en train de rendre la Terre inhabitable. Donc, le mot d'ordre qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est il faut garder la Terre habitable. Et ça, c'est un combat de première valeur et qui n'est pas du tout à ses débuts et qui rencontre déjà des résultats intéressants. C'est important de le dire parce qu'on a trop souvent l'habitude de ne parler que des mauvaises nouvelles. Ça va pas mal, ça va mal là, ça va mal là. C'est un combat qui existe depuis plus d'un siècle, cette idée de garder la terre habitable et qui a déjà remporté plusieurs victoires. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est important pour le moral des troupes. Si on ne fait que donner des mauvaises nouvelles, les gens désespèrent, ils perdent l'animation qu'il faut pour rester actifs et ça empire la situation. Alors vous allez me demander, qu'est-ce qu'il y a qui va mieux? Tellement on l'a peu dit. Quelles sont Eh les bien, bonnes un Quels sont jour, nouvelles? les je points lisais dans positifs et une les bonnes revue nouvelles? scientifique, Nature, un petit entrefilet, j'ai trouvé curieux qu'on en garde ça comme un entrefilet, on avait réussi, la commission baleinière qui depuis 1980 travaille à sauver les baleines, eh bien, pour ce qui est des baleines les plus importantes, les plus nombreuses, les baleines à bosse, eh bien, elles sont à ce point revenues en nombre qu'elles sont retirées de la liste des animaux qui sont, qui sont en péril. Ça, c'est important de le dire. Beaucoup d'animaux aujourd'hui ont été retirés de cette lutte. Un des plus importants, c'est le castor, qui revient un peu partout en Europe. Beaucoup d'animaux comme les loutres et les martres. Il y a des victoires et il faut les dire. Et puis, il y a une victoire importante du côté de la finance. Chacun sait que la finance, c'est extrêmement important pour ces situations. Les banques, de grandes institutions monétaires ont décidé de retirer leur argent des banques quand celles-ci financent des projets de forage de pétrole, de fromage de forage de patron. Et ça existe aux États-Unis, c'est surtout les grandes universités, en particulier Stanford, qui a été à l'avant-garde et qui continue aujourd'hui à retirer ces fonds de pension, qui sont des montants énormes, les retirer des banques qui financent les forages pétroliers ou d'huile, ou de charbon, pardon. La même chose en Angleterre, la reine d'Angleterre, qui apparemment a des fonds importants dans beaucoup de banques, les retire de celles qui ne respectent pas
les résolutions qui ont été votées à la fin de la COP 21, c'est-à-dire au total toujours des résolutions de ne pas financer les institutions qui émettent du gaz carbonique indirectement, eh bien ça, ce sont des éléments importants. Je crois que ça, il faut les dire pour garder, pour être certain que les énergies qui sont éveillées aujourd'hui, il y a énormément de mouvements, d'activités qui se font un peu partout dans le monde pour sauver la vie, pour sauver l'habitabilité de la planète. Eh bien, tout cela aujourd'hui progresse favorablement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi des mauvaises nouvelles. Il y a des mauvaises nouvelles. Il y a des détériorations un peu partout qui sont graves, mais elles ne sont partiellement compensées par des restaurations. Il y a un mouvement important de restauration de la planète. Et ces mouvements sont en conflit avec des détériorations et dans beaucoup de cas, il y a des éléments positifs. C'est ça qui est la situation présente aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas dans une situation désespérée, nous sommes dans une situation de combat entre deux forces, deux influences, deux puissances qui s'opposent et l'avenir est inconnu. Il faut savoir, et il faut dire, et je le dis souvent à beaucoup de personnes, l'avenir est imprévisible et inconnu. Comment sera cette planète dans 50 ans, nous n'en savons rien. Ça pourrait être bien mieux, ça pourrait être bien pire. Mais l'important, c'est d'avoir le tonus, d'être tonique, d'éveiller les gens à l'idée que nous sommes dans un combat. Ce combat, c'est encore une fois de garder la planète habitable et loin, et tout espoir est loin d'être perdu. Il y a des résultats très positifs. J'aime beaucoup répéter ça et j'en profite pour le dire ce soir. Mais il faut le répéter. Et ici à Stars Up, nous sommes très positifs et nous avons beaucoup d'énergie, évidemment. Vous nous entendez toujours? Oui? Je ne vous entends pas bien, il faudrait Vous que m'entendez pas j'entende un bien. peu Bon. mieux. Alors, parmi les autres bonnes nouvelles, la loi a changé. Vous savez que cette année, donc, le thème de Stars Up, c'est la lumière. Il y a une nouvelle loi sur la pollution lumineuse qui a été votée et applicable donc, depuis janvier 2020. Et ça concerne les collectivités locales, mais aussi évidemment l'ensemble des industriels, des sites industriels, des choses comme ça. Que pouvez-vous nous dire sur l'importance de changer la loi, notamment en matière de pollution lumineuse, l'importance pour la biodiversité et pas que pour les astronomes comme vous? Oui, ça, c'est une autre bonne nouvelle. J'en profite pour le mentionner. Un peu partout dans le monde, ici en France, autour de l'Observatoire du Pic du Midi, au Québec, autour de l'Observatoire du Mont-Mégantic, en Allemagne, il y a ces mouvements positifs pour diminuer les éclairages, parce que, comme vous avez dit, les éclairages d'abord sont une pollution lumineuse qui font que plusieurs grands télescopes aujourd'hui ne sont plus opérationnels quant à ce qui intéresse les objets très faibles. Donc, c'est une perte de possibilités d'astronomie et que ces opérations se répercutent et vont de mieux en mieux et ne sont pas importantes seulement pour les astronomes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, mais aussi pour les animaux, pour la vie en général, la vie, les oiseaux migrateurs qui souvent sont perdus parce que, comme ils se guident la nuit, il faut savoir que beaucoup de migrateurs volent la nuit, et bien parce qu'ils rencontrent devant eux des villes qui sont très peuplées et qui troublent très fortement leur guide. Et ça aussi, c'est important de savoir que ces oiseaux se guident sur les constellations. On a maintenant la preuve que parmi les guides de ces oiseaux, il y a les constellations. Ils savent reconstituer les constellations, même quand le ciel est partiellement couvert, complètement non, mais partiellement couvert. Eh bien, ces oiseaux peuvent se guider, aller des pays du nord aux pays du sud, et que cette information est aussi une bonne nouvelle et que c'est important aussi pour les plantes, les animaux. Il y a énormément de dommages qui sont créés par la surillumination et évidemment, c'est de l'argent perdu. Les étoiles n'ont pas besoin qu'on les éclaire. Donc là aussi, c'est un mouvement très actif.
c'est important aussi de le mentionner. Thomas? Oui, je voulais vous poser une question sur le rapport de force qui a peut-être changé sur les investissements publics par rapport versus investissements privés. On a l'impression que on est passé du côté obscur de la force, pour faire analogie avec Star Wars, et que maintenant des milliardaires privés, en fait, peuvent complètement agir sur demain, agir sur le futur, financer la recherche. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait peur? Je suis pas sûr. Ou plutôt, vous trouvez encore des points encourageants dans le fait que en fait, ben, peut-être que, et on recevait tout à l'heure des représentants de la force publique, mais, enfin des pouvoirs publics, mais est-ce que justement les milliardaires n'ont pas trop de pouvoir ou c'est peut-être par eux que va passer le salut de, on va dire, de la recherche et de l'humanité? Ces grands milliardaires, les Elon Musk, les Sergey Brin, tous ces gens qui ont la puissance d'un État aujourd'hui pour faire avancer la recherche. Oui, alors à la fois c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, évidemment, c'est que comme ils vont financer les recherches, c'est pour l'astronomie, pour la connaissance, un gain évident. Le problème, c'est que des gens comme Elon Musk veulent mettre des dizaines de milliers de satellites dans le ciel et que ça risque de causer des pollutions lumineuses importantes. Alors, ils nous disent ils savent le faire. Moi, j'en doute. Je pense que là, il y a un danger pour l'avenir de l'astronomie, qu'on perde la possibilité de pouvoir observer des objets célestes les plus faibles, comme en particulier aujourd'hui, une des recherches les plus intéressantes, ce sont les recherches sur les plus anciennes galaxies de l'univers, celles qui sont nées très peu de temps. Évidemment, quand je dis peu de temps, je veux dire plusieurs centaines de millions d'années, mais c'est peu par rapport aux 14 milliards d'années. Aujourd'hui, un des programmes les plus intéressants, c'est de retrouver l'état de l'univers près de son apparition, c'est-à-dire toute cette question de la naissance de l'univers, du Big Bang, de tout ça. Donc, c'est un problème avec une partie positive et une partie négative. On a peur aujourd'hui, avec la puissance de ces gens qui investissent des sous dans la recherche, d'avoir des effets très négatifs quant à ce qui est la pollution. Bien sûr, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on veut exploiter la face cachée de la Lune, et ça, c'est pas mal parce que c'est un domaine qui n'est pas exposé à ces pollutions, mais en même temps, on veut mettre dans le ciel, encore une fois, des dizaines de milliers de satellites, et ça peut avoir des effets très négatifs. Je sais que les astronomes professionnels s'agitent beaucoup, peut-être pas assez, je pense que ça mériterait une plus grande euh, intentionnalité, une plus grande activité. Et je pense que sur ce plan, l'Union astronomique internationale est active, devrait l'être encore plus, parce que la menace est très réelle, que le canal de l'astronomie, qui est notre façon de pouvoir nous situer dans l'univers, risque d'avoir perdu plusieurs de ses avantages. Très bien. Et Est-ce que tu as d'autres questions à poser à Hubert ou non, peut-être je voulais juste préciser à Hubert qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, beaucoup de jeunes qui sont dans la salle. Est-ce que vous avez un message vraiment concret et pour diriger vers peut-être enfin, leur leur vocation? vocation? Est-ce qu'on va dire, voilà, parce que c'est vrai que je veux finir sur une note d'optimisme et je sais qu'avec vous, c'est toujours le cas. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent sur Facebook Live, qui nous suivent sur Twitter et autres? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce que vous voulez leur dire du haut de votre expérience? Oui. Alors, je crois que la plus grande nouvelle, la plus grande information que l'astronomie nous ait donnée depuis 1 ou 2 siècles, c'est que l'univers a une histoire, que l'univers est un événement, si on peut dire. Jusqu'ici, on vivait avec la pensée, jusqu'au début du 20e siècle, avec l'idée que l'univers avait toujours existé, qu'il existerait toujours, qu'il était stationnaire, qu'il était fixe et sans changement. Et la grande nouvelle qui nous est venue par Hubble, par sa découverte de l'expansion des galaxies, le fait que les galaxies s'éloignent, qui nous apprend que l'univers n'est pas stationnaire, l'univers a une histoire
qui a commencé, maintenant on sait la date, à 13,8 milliards d'années, eh bien cette idée que nous vivons dans un univers qui a cette histoire, qui se développe, qui se transforme, et surtout, une autre information importante, grâce à la découverte du rayonnement fossile, on sait aujourd'hui que l'univers des premiers temps est un univers totalement incohérent, sans aucune organisation, sans aucune structure, et que l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. C'est-à-dire qu'au cours de ces 14 milliards d'années, cette matière est sortie de son état d'incohérence, de magma, et sont apparues une collection de structures qui s'appellent des galaxies, des étoiles, des planètes, en même temps au niveau microscopique des particules élémentaires, des quarks, des atomes, des nucléons, des atomes, des molécules, des molécules vivantes sur la Terre, que l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui sort de son état instructuré et qui devient de plus en plus structurée. Et ça, c'est important. Je ne m'intéresse pas pour l'instant au débat politique et religieux autour de cette question. Je la prends comme un fait. Je ne pose pas de questions sur sa philosophie, mais sur ce fait qui donne à notre existence une importance. Nous sommes un des résultats de cette histoire du cosmos et nous sommes, jusqu'à nouvel ordre, la structure la plus évoluée qui existe sur la Terre. Peut-être qu'ailleurs, il y a plus structuré, on n'en sait rien. Mais aujourd'hui, il est clair que le cerveau humain est vraiment le chef-d'œuvre de cette structuration de l'univers. Et ça, c'est important de le savoir parce qu'en même temps, cette structuration, cet univers très richement structuré, sur la Terre en tout cas, est menacé de sa propre destruction. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui devant le péril de voir la structure, la vie sur la Terre disparaître. Alors, l'intérêt de cela, c'est que ça donne une importance à notre existence. Nous sommes les seuls qui pourrions sauver la vie sur la Terre. Aucune autre espèce animale ne peut le faire et ça donne un sens à notre existence. Bon, ça, c'est des idées personnelles avec lesquelles tout le monde n'est pas d'accord, je sais, mais puisque vous me demandez mon opinion sur cette question, c'est comme ça que je le vois. Et le dernier livre que j'ai écrit, qui vient de sortir en librairie, qui s'appelle La fureur de vivre, c'est justement sur ce sujet. Quand on regarde la Terre, on est frappé de voir combien la vie est puissante, combien elle est partout, au fond des océans, au sommet de l'atmosphère, à quelques kilomètres dans la Terre. On est étonné de voir la force de la vie sur la Terre. Et ça, c'est grâce aux astronomes que nous pouvons relier ce qui se passe sur la Terre. Je dirais c'est un cadeau que les astronomes ont fait aux hommes, aux êtres vivants, c'est de leur montrer comment ce qui se passe ici, cette structuration et le risque dans lequel elle se trouve aujourd'hui fait partie d'une histoire cosmique qui peut-être se répète à d'autres endroits et que peut-être d'autres planètes qui ont eu comme nous des histoires de structuration progressive, on ne sait jamais, c'est une hypothèse vraisemblable. Moi, j'y crois, bien qu'il n'y ait pas vraiment de preuve absolue, mais j'y crois que nous vivons ce drame que nous vivons aujourd'hui, c'est un peu un examen de passage. L'examen de passage de notre civilisation, c'est est-ce que nous sommes capables de ne pas nous autodétruire, c'est-à-dire de préserver toute cette structure qui est apparue sur la Terre et qui est visible sous la forme de ces immenses colonies d'êtres vivants, dont nous-mêmes. Donc, pour moi, ça résume une histoire que les astronomes ont rendu vraisemblable aux humains, c'est le sens, la gravité de ce qui se passe aujourd'hui. Nous menaçons quelque chose qui existe depuis 14 milliards d'années, c'est-à-dire
la structuration de la matière dont nous sommes sur la Terre le représentant le plus structuré. Je ne dis pas le meilleur, je ne dis pas autre chose, mais en tout cas, sur le plan de la structuration, de l'efficacité, de la capacité, nous sommes tellement puissants que nous sommes capables de faire des bombes atomiques, nous sommes capables de ravager notre planète, et ça met en évidence le drame de notre présence aujourd'hui sur la Terre. Nous sommes dans une situation où la vie et la structuration est menacée sur la Terre. Il n'y a pas de fatalité, nous avons notre destin en main. Merci beaucoup, Merci, Hubert Reeves. Hubert. On pourrait vous écouter pendant Merci. des heures. On boit vos paroles, le public est conquis. Merci énormément. Merci beaucoup.